Le jour du mariage de ma sœur, mes parents et ma sœur m'ont complètement ignoré. J'ai dit félicitations, mais elle ne m'a même pas regardé. Quand j'ai découvert la raison, j'ai quitté la cérémonie calmement. 1 heure plus tard, leurs appels ont commencé à affluer l'un après l'autre. J'ai éteint mon téléphone et souri en silence. Le matin du mariage de Rebecca a commencé comme n'importe quelle autre catastrophe familiale en devenir. J'aurais dû le voir venir. Honnêtement, les 3 derniers mois avaient été un tourbillon d'essayages de robes, de dégustations pour le lieu, et de disputes sur le plan de table qui, d'une manière ou d'une autre, réussissaient toujours à me mettre dans la pire position possible. Aujourd'hui, j'avais été relégué à la table 14, coincé entre ma tante Carole, qui ne parlait que de ses chats, et le comptable de mes parents, Gérald, que j'avais rencontré exactement une fois en 28 ans. Mais je me suis présenté quand même, portant la robe de demoiselle d'honneur que Rebecca avait choisie, dans une nuance de jaune moutarde qui donnait à mon teint l'air d'avoir la jaunisse. La robe m'avait coûté 400 €, ce qui représentait presque la moitié de mon loyer mensuel. J'avais conduit 3 heures depuis Chicago jusqu'à ce vignoble hors de prix au milieu de nulle part dans le Wisconsin, prenant congé de mon travail à l'agence de marketing où je venais d'être promu responsable de compte senior. Mon patron n'avait pas été ravi que je manque la présentation Hendrix, mais la famille passe avant tout, n'est-ce pas? C'est ce que j'avais toujours cru, en tout cas. C'est ce que maman et papa nous avaient inculqué, à Rebecca et moi, depuis que nous étions enfants, grandissant dans notre modeste maison de banlieue à Knittville. La famille d'abord, la famille toujours, les liens du sang sont plus forts que tout, et toutes ces autres platitudes qui semblaient significatives, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles ne s'appliquaient que de manière sélective. Je suis arrivé à la suite nuptiale à 8 heures pile, exactement comme Rebecca l'avait exigé dans son itinéraire de jour de mariage de 17 pages. Oui, 17 pages. Elle l'avait envoyé par email avec accusé de lecture activée, pour savoir si quelqu'un ne l'avait pas ouvert. J'ai imprimé le mien et surligné toutes mes responsabilités en rose, l'étudiant comme si c'était à nouveau le Yessaté. La porte de la suite était entr'ouverte, et je pouvais entendre le tintement des coupes de champagne et les rires se déverser dans le couloir. J'ai frappé 2 fois avant d'entrer, les bras chargés du kit d'urgence que Rebecca avait insisté pour que j'apporte. À l'intérieur du kit, il y avait des épingles à nourrice, du ruban adhésif pour vêtements, du vernis à ongles transparent, des pastilles à la menthe, des mouchoirs, de l'Advil, des Tums, un kit de couture, du détachant, du déodorant. Et environ 15 autres articles dont elle m'avait envoyé la liste par texto à 2 heures du matin tout au long de la semaine précédente. Salut tout le monde, ai-je lancé, poussant la porte avec ma hanche. J'ai les fournitures d'urgence. Les rires se sont arrêtés, pas progressivement, mais comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de toute la pièce. Rebecca se tenait devant le miroir en pied dans son peignoir en soie blanche, ses cheveux déjà bouclés et épinglés par Meredith, sa demoiselle d'honneur principale et meilleure amie depuis l'université. Ma mère était assise sur la causeuse en velours près de la fenêtre, déjà dans sa robe bleu marine de mère de la mariée, tenant un mimosa. 3 autres demoiselles d'honneur, toutes des amies de Rebecca de ses jours de sororité à Northwestern, étaient dispersées dans la pièce à divers stades de préparation. Personne n'a dit bonjour. Personne ne m'a même regardé directement. Je vais juste poser ça ici, ai-je dit, posant le sac sur la coiffeuse. Le silence pressait contre mes tympans comme si j'étais sous l'eau. La circulation n'était pas trop mauvaise. J'ai fait un bon temps. Rebecca s'est tournée légèrement, juste assez pour que je puisse voir son profil, mais elle ne voulait toujours pas établir de contact visuel. Elle a ajusté l'une de ses boucles d'oreilles, puis est retournée à son examen dans le miroir comme si j'étais invisible. Rebecca, j'ai réessayé. La robe est magnifique sur toi. Vraiment, tu es éblouissante. Rien. Elle a pris son téléphone et a commencé à faire défiler quelque chose, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre l'écran. J'ai regardé maman, cherchant sur son visage une explication. Nous venions de nous parler au téléphone il y a 3 jours, pour savoir à quelle heure je devais arriver et si j'avais besoin d'apporter autre chose. Elle avait été chaleureuse, me demandant des nouvelles de ma promotion et si je voyais quelqu'un. Mais maintenant, elle sirotait son mimosa et regardait par la fenêtre du vignoble, s'étendant au loin, le soleil du matin accrochant les rangées de vignes. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, ma voix plus petite que je ne le voulais. Meredith a échangé un regard avec Courtney, l'une des autres demoiselles d'honneur. Elles semblaient toutes deux mal à l'aise, mais n'ont rien dit.
la maquilleuse qui avait été engagée pour la journée s'est raclé la gorge et s'est affairée à organiser ses pinceaux, soudainement fascinée par la différence entre son pinceau biseauté et son mélangeur. J'ai apporté tout ce qu'il y avait sur la liste, ai-je continué, essayant de combler l'horrible silence avec n'importe quoi. Les tomes sont ceux extra forts. Je les ai pris à cette pharmacie. Tu aimes celle près d'eux? Nous sommes en retard, a interrompu Rebecca, parlant à Meredith au lieu de moi. Peux-tu envoyer un texto à la photographe et lui dire de nous retrouver en bas dans 20 minutes au lieu de 30? Je veux faire les photos de préparation avant que mon maquillage ne commence à plisser. Bien sûr, a gazouillé Meredith, sortant son téléphone immédiatement. Elle était tout ce que je n'étais pas. Grande, blonde, belle sans effort, issue d'une vieille fortune dont elle ne parlait jamais, mais que tout le monde savait être là. Ses parents avaient d'ailleurs payé le dîner de répétition hier soir, dans un restaurant 5 étoiles où le plat le moins cher était à 65 €. Je n'avais pas été invité au dîner de répétition. Rebecca m'avait dit il y a 2 semaines que ce serait intime, juste la famille immédiate et le cortège nuptial, mais ensuite j'avais vu les photos sur Instagram. 37 personnes y avaient assisté, y compris des cousins éloignés que je n'avais rencontrés que 2 fois et la marraine de Rebecca qui vivait à Portland. Mais j'avais avalé cette insulte comme j'en avais avalé tant d'autres au fil des ans. Je m'étais commandé de la nourriture thaïlandaise et j'avais regardé Netflix dans mon appartement, me disant que ce n'était pas personnel, que l'organisation du mariage était stressante, que ma sœur m'aimait toujours, même si elle ne le montrait pas toujours de manière compréhensible. « Avez-vous besoin que je fasse quelque chose ?» ai-je demandé, dirigeant ma question à la pièce en général puisque personne ne semblait me reconnaître spécifiquement. « Je suis là pour aider avec tout ce dont vous avez besoin. » Les autres demoiselles d'honneur, Sarah et Amanda, chuchotaient maintenant entre elles tout en regardant leur téléphone. L'une d'elles a étouffé un petit rire. Se sont manoués l'estomac. « On va bien », a finalement dit maman, ses premiers mots pour moi. Sa voix était froide, sèche. Elle ne me regardait toujours pas directement. « Pourquoi ne vas-tu pas te préparer? Ta robe est suspendue dans la salle de bain. » Ma robe? Ah oui. Cette monstruosité jaune moutarde hideuse qui était apparemment censée compléter le thème élégance rustique d'automne que Rebecca avait choisi. Je l'avais essayé lors de l'essayage il y a 2 mois, et même la couturière avait grimacé en voyant comment la couleur me donnait l'air pâle. Rebecca avait juste haussé les épaules et dit que l'esthétique du mariage était plus importante que le fait qu'une personne en particulier soit à son avantage. J'ai récupéré la robe dans la salle de bain et je me suis changé dans l'une des cabines de toilette, ne voulant pas prendre de place dans la suite principale où je n'étais clairement pas la bienvenue. La robe m'allait parfaitement, ce qui rendait la chose pire, d'une certaine manière. Au moins, si elle ne m'avait pas allé, j'aurais eu une excuse pour parler à quelqu'un, pour forcer une sorte d'interaction. Quand je suis sorti, tout le monde posait pour des photos avec Rebecca. La photographe, une femme dans la trentaine avec des tatouages sur les bras et un appareil photo qui semblait coûteux, leur demandait de regarder Rebecca avec joie et admiration. Magnifique. Maintenant, tout le monde rit comme si elle venait de dire quelque chose d'hilarant. Elles ont toutes ri sur commande. Un rire cristallin parfait qui semblait authentique, même s'il ne l'était pas. Je suis resté au bord de la pièce, attendant que quelqu'un m'appelle dans le cadre, mais la photographe a continué à prendre des photos. Après environ 50 photos, elle m'a enfin remarqué. « Oh, êtes-vous une autre demoiselle d'honneur? Venez, ma chérie. » Je me suis avancé, essayant de me caler dans le groupe. Rebecca a immédiatement décalé son corps, créant un écart entre nous, même si nous étions censés être regroupés. Dans chaque photo, je sentais que j'étais subtilement poussé vers le bord, devenant de moins en moins visible dans le cadre. Après les photos, il était temps de descendre vers l'espace de cérémonie. Le mariage avait lieu dans le pavillon extérieur du vignoble, une structure magnifique avec des poutres en bois apparentes et des guirlandes d'ampoules Edison qui auraient l'air magique une fois le soleil couché. 250 invités étaient attendus. Rebecca n'avait pas regardé à la dépense, et je savais que papa avait contracté un prêt important pour aider à tout payer, même s'il n'était qu'à 3 ans de la retraite. J'avais proposé de contribuer. J'avais même proposé d'aider à planifier et à coordonner les choses pour économiser sur une organisatrice de mariage. Rebecca m'avait ri au nez. « Toi, planifier mon mariage, Selena, avait-elle dit. Tu peux à peine te souvenir d'arroser tes plantes. » C'était il y a 6 mois, lors d'un de nos dîners de famille du dimanche.
Tout le monde avait ri parce que Rebecca savait comment faire passer sa cruauté pour une blague. Et peut-être qu'elle avait raison. J'avais tué 3 plantes grasses l'année passée, ce que ma mère aimait rappeler chaque fois qu'elle voulait suggérer que je n'étais pas assez responsable pour des engagements adultes sérieux. Mais j'avais quand même fait cette offre parce que j'aimais ma sœur. Ou du moins, j'aimais l'idée de la relation que nous aurions dû avoir. Celle où nous étions proches, où nous nous confions l'une à l'autre et tressions nos cheveux en parlant de nos rêves. La relation qui existait dans chaque sitcom familial, mais apparemment pas dans la vraie vie. La cérémonie commençait à 3 heures. Les invités ont commencé à arriver vers 14h30, vêtus de leurs plus beaux atours de mariage automnal. Je me tenais avec les autres demoiselles d'honneur près du fond du pavillon, regardant des gens que je connaissais depuis toujours passer devant moi sans dire bonjour. Voisins de notre rue d'enfance, le frère de papa et sa femme, les amis du club de lecture de mes parents. Ils détournaient tous le regard quand ils me voyaient. Certains chuchotaient entre eux. Une femme, Madame Patterson, qui habitait 2 portes plus loin, a carrément halté doucement et a agrippé le bras de son mari comme si me voir lui avait causé une détresse physique. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je pouvais le sentir dans mes os maintenant, comme on peut sentir un orage arriver avant de voir les nuages. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Instagram. Le compte de Rebecca était public, et elle avait posté des mises à jour sur le mariage constamment. Sa publication la plus récente datait d'il y a 40 minutes, une photo d'elle dans sa robe de mariée avec la légende, hâte de célébrer avec la vraie famille et les amis aujourd'hui. Pas de place pour la négativité, seulement amour et lumière. Vraie famille. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai fait défiler vers le bas, regardant les commentaires. La plupart étaient des félicitations, remplis d'émojis cœur et de points d'exclamation. Mais ensuite j'ai vu un commentaire de ma cousine Jennifer, si fière de toi pour t'être défendue. Certaines personnes ne méritent pas d'être là de toute façon. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai cliqué sur les stories de Rebecca, quelque chose que je faisais rarement parce que regarder la vie soigneusement mise en scène de ma sœur me donnait généralement juste un sentiment d'inadéquation. Les premières étaient du contenu de mariage typique. Des plans du lieu, des boomerangs de champagne versés, sa maquilleuse appliquant son rouge à lèvres. Puis je suis arrivé à une story d'hier soir. C'était une vidéo prise au dîner de répétition auquel je n'avais pas été invité. Rebecca se tenait à ce qui ressemblait à un podium, tenant un microphone, donnant clairement une sorte de discours. J'ai monté le volume, pressant mon téléphone contre mon oreille pour entendre par-dessus le bruit ambiant des invités qui arrivaient. Et je veux juste dire merci à tous ceux qui sont ici ce soir, disait Rebecca, sa voix légèrement pâteuse à cause de l'alcool. Mes vrais amis et ma famille, les gens qui me soutiennent et m'aiment inconditionnellement. Pas comme certaines personnes qui font semblant d'être heureuses pour vous, tout en étant secrètement jalouses et amères. La caméra a balayé la salle, montrant des gens qui hochaient la tête et levaient leur verre. Puis elle est revenue sur Rebecca. Et vous savez tous de qui je parle, a-t-elle continué, et la foule a ri. Ma sœur n'a même pas pris la peine de venir ce soir parce qu'elle est trop jalouse que je me marie, et qu'elle est toujours célibataire. Elle essaie de saboter mon mariage depuis des mois, ramenant tout à elle, se plaignant de chaque décision que je prends. Eh bien, j'ai fini de lui trouver des excuses. Elle est seulement invitée demain parce que mes parents ont insisté, mais en ce qui me concerne, elle ne fait plus vraiment partie de cette famille. La vidéo s'est terminée. La story suivante était un plan joyeux du dessert qui était servi, comme si elle ne venait pas de m'éviscérer publiquement devant tous ceux qui comptaient dans nos vies. Ma vision s'est brouillée. J'ai dû regarder la vidéo 3 fois de plus pour m'assurer que j'avais bien compris. Le pire, c'était que rien de tout cela n'était vrai. Je ne m'étais pas plainte de ces décisions. J'avais accepté la robe chère, les essayages inopportuns, les devoirs de demoiselle d'honneur qui avaient pris chaque week-end libre au cours des 4 derniers mois. J'avais organisé sa fête prénuptiale, qui m'avait coûté 800 € que je n'avais pas. J'avais organisé son enterrement de vie de jeune fille à Nashville, coordonnant le voyage et l'hébergement pour 12 femmes, pour être moqué tout le week-end à cause de mes suggestions d'activités ennuyeuses. Et je n'étais certainement pas jalouse de ses fiançailles avec Trevor, son fiancé depuis 2 ans. Trevor travaillait dans la finance et avait la personnalité d'un toast sans beurre. Il était bien, parfaitement adéquat, mais il parlait exclusivement de crypto et de CrossFit. Et je ne l'avais jamais vu poser à Rebecca une question significative sur sa vie ou ses sentiments. Il la traitait comme un trophée, quelque chose de joli à montrer aux fonctions professionnelles.
Mais Rebecca était heureuse, alors j'avais été heureuse pour elle, ou j'avais essayé de l'être en tout cas. Maintenant, tout le monde pensait que j'étais la sœur amère et jalouse qui essayait de gâcher le mariage. Tout le monde pensait que j'avais sauté le dîner de répétition par dépit, pas parce que j'avais été délibérément exclu. Tout le monde me regardait comme si j'étais la méchante dans une histoire dont je ne savais même pas que je faisais partie. La cérémonie était sur le point de commencer. Les garçons d'honneur s'alignaient et une coordinatrice avec un casque nous organisait, nous les demoiselles d'honneur, dans l'ordre. J'étais la dernière de la file, parce que bien sûr que je l'étais. Meredith était première en tant que demoiselle d'honneur principale. Puis venaient Courtney, Sarah, Amanda, et enfin moi. Ok, mesdames, vous connaissez la chanson, a dit la coordinatrice, sa voix vive et professionnelle. Marchez lentement, comptez jusqu'à 5 entre chaque personne. Gardez vos bouquets à la hauteur du nombril et souriez. C'est un jour heureux. La musique a commencé. Un quatuor à cordes a commencé à jouer un morceau classique que je ne reconnaissais pas. Meredith a commencé sa marche dans l'allée, son sourire radieux. La foule a poussé des go et des là. Puis Courtney, puis Sarah, puis Amanda. Puis c'était mon tour. Je me suis avancé, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Chaque paire d'yeux dans ce pavillon s'est tourné pour me regarder, et je pouvais voir le jugement écrit sur chaque visage. Certaines personnes ont carrément froncé les sourcils. D'autres chuchotaient à leurs voisins, ne prenant même pas la peine de cacher leur dédain. J'ai marché dans l'allée en tenant mon bouquet de roses oranges et de chrysanthèmes bronze, mes talons claquant contre le chemin en bois. La marche a semblé durer des heures. Quand j'ai atteint le devant et pris ma place au bout de la ligne des demoiselles d'honneur, je tremblais. Papa attendait au fond du pavillon avec Rebecca. Du coin de l'œil, j'ai regardé alors qu'elle prenait son bras. La musique a enflé pour la marche nuptiale. Tout le monde s'est levé. Rebecca est apparue en haut de l'allée dans sa robe, une magnifique robe style sirène avec des appliques de dentelle délicates et une traîne cathédrale qui devait coûter plus cher que ma voiture. Elle était magnifique. Vraiment. Et malgré tout, malgré l'humiliation et la douleur irradiant dans ma poitrine, j'ai ressenti une véritable étincelle de bonheur pour elle à ce moment-là. Parce que c'est ce qu'on est censé ressentir quand sa sœur se marie, non? On est censé mettre de côté sa propre blessure et célébrer sa joie. Ils ont marché dans l'allée ensemble, papa ayant l'air fier et distingué dans son smoking. Quand ils ont atteint le devant, il a embrassé la joue de Rebecca et l'a confiée à Trevor, qui attendait avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Rebecca a passé son bouquet à Meredith sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. L'officiant, un ami de Trevor de l'école de commerce, a commencé la cérémonie avec quelques remarques génériques sur l'amour, l'engagement et le partenariat. J'ai essayé de me concentrer sur ces mots, mais mon esprit revenait sans cesse à cette vidéo. Ma sœur avait publiquement déclaré que je ne faisais plus vraiment partie de la famille, et mes parents n'avaient rien fait pour l'arrêter. Ils avaient suivi le mouvement, cru tous les mensonges qu'elle leur avait racontés sur moi. La cérémonie a continué. Il y a eu des lectures d'Elizabeth Barrett Browning et de Rumi. Le frère de Trevor a raconté une histoire embarrassante sur Trevor teignant accidentellement ses cheveux en vert au lycée. Tout le monde a ri. Rebecca et Trevor ont échangé leurs vœux, les traditionnels du livre de prières épiscopales. Rien de personnel ou de spécifique, juste les mots standards que des milliers de couples prononçaient chaque année. Je vous déclare maintenant mari et femme, a déclaré l'officiant. Vous pouvez embrasser la mariée. Ils se sont embrassés. Tout le monde a applaudi et crié de joie. Le quatuor à cordes s'est lancé dans quelque chose d'entraînant et de festif. Rebecca et Trevor se sont tournés pour faire face à la foule, se tenant la main et rayonnant. Ils ont commencé la marche de sortie, remontant l'allée, saluant les invités comme des célébrités à une première de film. Alors qu'ils passaient devant les demoiselles d'honneur, les yeux de Rebecca se sont finalement posés sur moi. J'avais attendu ce moment, espérant que dans la joie du mariage, elle pourrait s'adoucir. J'ai souri, sincère et chaleureuse. Félicitations, ai-je dit, assez fort pour qu'elle l'entende par-dessus la musique. Elle a regardé à travers moi. Son regard m'a dépassé comme si j'étais un meuble, quelque chose de non pertinent et indigne de reconnaissance. Puis elle était partie, passant devant moi dans un flou de tissu blanc et de fleurs. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est fissuré. Pas brisé, exactement. Fissuré, comme un pare-brise qui a été frappé par un caillou,
la toile d'araignée s'étendant à partir d'un seul point d'impact. J'ai suivi les autres demoiselles d'honneur pour la sortie. La foule applaudissait encore, célébrait encore. Personne ne me regardait, sauf avec cette même expression de dégoût, comme si j'étais quelque chose de désagréable à laquelle ils préféraient ne pas penser. Au fond du pavillon, c'était le chaos alors que le cortège nuptial se regroupait pour les photos. La photographe criait des instructions, essayant d'organiser tout le monde. Ok, j'ai besoin de toutes les demoiselles d'honneur et garçons d'honneur avec la mariée et le marié. Faisons quelques clichés spontanés et amusants. Je suis resté à la périphérie, attendant d'être appelé, mais la photographe continuait de prendre des photos, positionnant les gens dans divers arrangements. Après environ 10 minutes, elle a enfin semblé satisfaite. Super. Ok, maintenant il nous faut les photos de famille. Pouvons-nous avoir les parents ici? Maman et papa se sont avancés, ainsi que les parents de Trevor, que je n'avais rencontrés que 2 fois auparavant. Plus de photos, plus de poses, plus de rires faux et de sourires forcés. Ok, maintenant juste le côté de la famille de la mariée, a appelé la photographe. C'était le moment. C'était là que je serais incluse. Je me suis avancé, mais la main de Meredith s'est posée doucement sur mon bras, m'arrêtant. En fait, a-t-elle dit doucement, ne rencontrant pas mes yeux. Rebecca a demandé juste elle et vos parents pour les photos de famille. Elle a dit. Que tu comprendrais. La fissure dans mon pare-brise s'est étendue davantage. Je pouvais presque entendre le son, ce bruit subtil de craquement que fait le verre juste avant de se briser complètement. Vraiment, ai-je dit, ma voix creuse. Bien sûr. J'ai regardé ma mère, mon père et ma sœur posés ensemble, juste tous les 3. La photographe continuait de dire des choses comme « Quelle belle famille » et on voit vraiment la ressemblance. Pendant ce temps, je me tenais à 6 mètres de là, à côté d'une botte de foin décorative, invisible. Les invités commençaient à se diriger vers la grange de réception de l'autre côté de la propriété. L'heure du cocktail commençait, et des serveurs circulaient avec des plateaux de dattes enroulées de bacon et de mini-gâteaux au crabe. Je pouvais voir la grange à travers les arbres, tout illuminé avec ces mêmes ampoules Edison. D'ici, ça avait l'air magique, invitant, comme le genre d'endroit où de bons souvenirs se créaient. Mais je ne créerais pas de bons souvenirs là-bas. Je m'assoirais à la table 14 avec tante Carole et Gérald le comptable, ignoré et méprisé par tous ceux qui comptaient. Je regarderais ma sœur danser avec notre père, les 2 riant et s'enlaçant pendant que je serais assise dans un coin, coupé de chaque moment significatif. J'avalerais de force le poulet caoutchouteux ou le saumon sec qui était inévitablement servi à ces choses-là, faisant la conversation avec des gens qui ne voulaient pas me parler. Et pourquoi? Qu'est-ce que je prouverais en restant? Que je pouvais endurer l'humiliation? Que j'étais la personne la plus raisonnable? Que la famille signifiait quelque chose pour moi, même quand elle ne signifiait clairement rien pour eux. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application Uber. Le lieu de réception était visible au loin, mais j'ai commencé à marcher dans la direction opposée, vers le parking du vignoble. Mes doigts tremblaient alors que je demandais une course. Une Honda Accord noire, à 17 minutes. Nom du chauffeur, Marcus. Note de 5 étoiles. Je suis passé devant des groupes d'invités profitant de leur cocktail, devant les brassereaux qui avaient été installés pour l'ambiance, devant le photomaton vintage et les jeux de pelouse, et toutes les décorations coûteuses qui étaient censées rendre ce jour parfait pour Instagram. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a demandé où j'allais. J'étais un fantôme au mariage de ma propre sœur, et personne ne se souciait assez pour remarquer quand le fantôme décidait de partir. Je suis arrivé au parking et j'ai trouvé un banc près de l'entrée. Ma robe avait l'air ridicule dans la lumière du soleil de l'après-midi, le jaune moutarde encore plus hideux que dans mes souvenirs. 400 € pour une robe que je porterai une fois et à laquelle je ne penserai plus jamais. Marcus est arrivé pile à l'heure. C'était un homme noir d'âge moyen avec des yeux gentils et un désodorisant au pain suspendu à son rétroviseur. Mariage, a-t-il demandé alors que je montais à l'arrière. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Il n'a pas insisté pour avoir plus d'informations, ce que j'ai apprécié. Il a juste hoché la tête et a commencé à conduire. J'avais demandé une course jusqu'à la gare la plus proche. De là, je pourrais prendre le train de banlieue pour Chicago. Cela prendrait des heures, et je rentrerais probablement chez moi vers minuit, mais je m'en fichais. J'avais besoin d'être n'importe où sauf ici.
Mon téléphone est resté heureusement silencieux pendant les 40 premières minutes. J'ai regardé la campagne du Wisconsin défiler, toutes ces fermes et petites villes qui parsemaient le paysage. Marcus jouait du jazz doux à la radio. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Nous sommes arrivés à la gare de Glenwood. J'ai remercié Marcus, lui ai donné un pourboire généreux parce qu'il avait été miséricordieusement silencieux pendant le trajet, et je suis entré. Le prochain train pour Chicago n'était pas avant 90 minutes. Alors, je me suis acheté un café au distributeur automatique et je me suis assis sur un banc pour attendre. Puis, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. J'ai refusé l'appel. 30 secondes plus tard, elle a appelé à nouveau. Refusé. Puis papa. Refusé. Puis, Rebecca. Celui-là m'a presque fait rire. Elle m'avait ignoré toute la journée, m'avait publiquement humilié, m'avait exclu de sa famille, et maintenant elle voulait parler. Refusé. Puis maman encore et encore. Les appels arrivaient en rafale maintenant, l'un après l'autre. Entre les appels, les textos ont commencé à arriver. Maman, où es-tu? Maman, Selena, réponds à ton téléphone tout de suite. Maman, c'est complètement inacceptable. Papa, ta sœur est très contrariée. Tu dois revenir. Rebecca, tu fais sérieusement ça le jour de mon mariage? Rebecca, tout le monde demande où tu es. Tu m'embarrasses. Maman, nous devons parler de ça. Ne sois pas puéril. J'ai lu chaque message à mesure qu'il arrivait, me sentant étrangement détaché de toute la situation. Puéril? Ils pensaient que j'étais puéril. Après tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient laissé faire. Plus d'appels. Je les ai tous refusés. Mon téléphone vibrait constamment maintenant, comme s'il avait une crise. Même Meredith a appelé, ce qui était audacieux, considérant qu'elle avait été complice de mon exclusion des photos de famille. Finalement, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone et je l'ai éteint complètement. L'écran est devenu noir. Les vibrations ont cessé. Le silence est descendu comme une couverture, doux et miséricordieux. Je suis resté assise là, dans cette gare miteuse, entourée d'une poignée d'autres voyageurs qui étaient tous absorbés par leur propre téléphone et leurs propres problèmes. Ma robe moutarde ridicule a attiré quelques regards curieux, mais personne n'a posé de questions. J'ai siroté mon terrible café et je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Car voici la chose que j'avais finalement comprise, j'avais tellement essayé de faire partie d'une famille qui ne voulait pas de moi. J'avais fait des pieds et des mains, me faisant toute petite, acceptant des miettes d'affection et appelant cela de l'amour. J'avais été le punching ball de la famille, celle que tout le monde pouvait blâmer, rejeter et ignorer, tout en maintenant la fiction que nous étions proches, que nous tenions les uns aux autres. Mais nous n'étions pas proches. Nous ne tenions pas les uns aux autres. Et la seule personne qui n'avait pas encore compris cela, c'était moi. J'ai pensé à toutes ces années de petits moments qui avaient conduit à cela. Le Noël où Rebecca a eu une voiture et j'ai eu une carte cadeau chez Target. La fois où maman a oublié ma remise de diplôme universitaire parce que Rebecca avait une intervention chirurgicale mineure prévue le même jour. Les innombrables dîners de famille où les accomplissements de Rebecca étaient célébrés tandis que les miens étaient écartés avec un rapide « c'est bien chéri » avant que la conversation ne passe à autre chose. J'avais toujours trouvé des excuses. Maman était stressée. Papa travaillait trop. Rebecca traversait quelque chose de difficile. Il y avait toujours une raison pour laquelle je passais en second, pourquoi mes sentiments ne comptaient pas autant, pourquoi je devais être compréhensive et patiente. Mais la compréhension et la patience ne sont des vertus que lorsqu'elles sont réciproques. Sinon, ce sont juste des outils que les gens utilisent pour vous garder docile pendant qu'ils vous maltraitent. Mon train est enfin arrivé, et j'ai ressenti une vague de soulagement en montant à bord. J'ai trouvé une place côté fenêtre dans un wagon presque vide. Alors que le train commençait à bouger, j'ai regardé le paysage qui s'assombrissait et j'ai senti un sourire tirer sur mes lèvres. Ils étaient probablement en train de paniquer en ce moment. La réception battrait son plein, le dîner serait servi, les toasts portés, mais une demoiselle d'honneur manquait, et tout le monde le savait. Ils devraient expliquer mon absence. Ils devraient aborder l'éléphant évident dans la pièce. J'imaginais la scène se dérouler, la coordinatrice avec son casque, cherchant frénétiquement sur le terrain,
vérifiant les toilettes et les coins tranquilles où j'aurais pu m'échapper pour pleurer. Meredith envoyé pour me trouver, son agacement à peine dissimulé parce que ma disparition dérangeait son timing pour les toasts. Maman serrant son verre de vin trop fort, cette veine sur son front pulsant comme elle le faisait quand elle était en colère mais essayait de sauver les apparences. Et Rebecca serait furieuse. C'était son jour, son événement parfaitement orchestré, et j'étais sorti du script de la pire manière possible. Je pouvais imaginer son visage, cette expression qu'elle avait quand les choses ne se passaient pas exactement comme elle l'avait prévu. Sa mâchoire serait serrée, son sourire figé pour les photographes, tandis que ses yeux brûleraient de rage. Une partie de moi se sentait coupable. C'était le pire. Honnêtement, même après tout, même en sachant comment il me traitait, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête disant que j'aurais dû rester, que j'aurais dû être la personne la plus mature. Que partir était dramatique, une recherche d'attention, et leur prouver qu'ils avaient raison de dire que j'étais problématique. Mais cette voix devenait plus silencieuse à chaque kilomètre parcouru par le train, parce qu'être la personne la plus mature ne m'avait jamais mené nulle part. Cela leur avait juste appris qu'ils pouvaient me traiter comme ils voulaient, et que je me montrerais quand même, sourirais quand même, ferais quand même semblant que tout allait bien. Le wagon était paisible. Un couple âgé était assis quelques rangées devant, parlant doucement en espagnol. Un étudiant avec un casque dormait contre la fenêtre de l'autre côté de l'allée. Des gens normaux vivant leur vie normale, aucun d'entre eux ne sachant que la femme dans la robe jaune ridicule venait de quitter le mariage de sa sœur. Mes pensées ont dérivé vers Trevor. Pauvre Trevor. Savait-il seulement dans quel genre de famille il se mariait? Voyait-il comment Rebecca traitait les gens quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait? Ou était-il tout aussi complice, tout aussi disposé à accepter sa cruauté, tant qu'elle n'était pas dirigée contre lui? Je me suis souvenu de la seule conversation que j'avais eue avec Trevor seul, il y a environ 6 mois, lors d'un barbecue familial. Il m'avait coincé près du grill pendant que tous les autres étaient à l'intérieur et m'avait demandé comment était Rebecca quand elle était enfant. C'était une question tellement étrange venant de quelqu'un qui était sur le point de l'épouser. Elle était déterminée, avais-je dit prudemment, ne voulant pas dire du mal de ma sœur à son fiancé. Quand elle voulait quelque chose, elle trouvait un moyen de l'obtenir. Trevor avait hoché la tête, prenant une longue gorgée de sa bière. Ouais, ça se tient. Elle est très axée sur ses objectifs. Axée sur ses objectifs? C'était une façon de le décrire. Une autre façon serait impitoyable, manipulatrice, prête à écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Es-tu heureux, lui avais-je demandé à la place. C'était sorti tout seul avant que je puisse m'arrêter. Il m'avait regardé avec cette expression confuse, comme si la question n'avait pas de sens. Bien sûr, pourquoi ne le serais-je pas? Et j'avais laissé tomber, parce que ce n'était pas à moi d'interroger le fiancé de ma sœur sur l'état de leur relation. Mais je m'étais demandé à ce moment-là si Trevor savait réellement à quoi ressemblait le bonheur, ou s'il savait juste à quoi ressemblait le succès et confondait les deux. Le train a tangué doucement en prenant un virage. J'ai vérifié ma montre. 19h30. Le service du dîner commencerait bientôt. Il m'avait placé entre tante Carole et Gérald pour une raison, je le réalisais maintenant, pas seulement parce que j'étais une faible priorité, mais parce que c'étaient les deux personnes les moins susceptibles de poser des questions sur les drames familiaux. Tante Carole parlerait de Monsieur Moustache et Princesse Fluffington tout le temps, et Gérald essaierait probablement d'expliquer le droit fiscal entre les plats. J'aurais été effectivement isolé même en étant entouré de 250 personnes. C'était intelligent, en fait. Cruel, mais intelligent. Me garder présente pour que personne ne puisse les accuser de m'avoir complètement exclu, mais s'assurer que j'étais trop mal à l'aise et ignoré pour réellement m'amuser ou me connecter avec qui que ce soit. Une humiliation maximale avec un déni plausible. Mais ils avaient mal calculé. Ils avaient supposé que j'encaisserais simplement, comme j'avais tout encaissé d'autres au fil des ans. Ils avaient supposé que j'avalerais ma blessure, collerais un sourire sur mon visage et jouerais mon rôle dans leur fantasme de famille parfaite. La chose, quand on est ignoré toute sa vie, c'est qu'on finit par devenir vraiment bon pour disparaître. Ils m'avaient entraîné à être invisible, et maintenant ils étaient choqués que je me sois réellement volatilisé. Mon estomac a gargouillé. J'avais été trop nerveuse pour prendre le petit déjeuner, et j'avais sauté le déjeuner entièrement à cause de tout le chaos d'avant la cérémonie. Le train avait un wagon-bar, alors je me suis dirigé vers l'allée,
me stabilisant contre les sièges alors que le train bougeait. Le wagon-bar était petit et éclairé au néon, avec un employé à l'air fatigué lisant un livre de poche derrière le comptoir. J'ai commandé un sandwich à la dinde et un paquet de chips, payé avec ma carte de crédit, et ramené mon triste petit dîner à ma place. Le sandwich était sec et les chips rassis, mais c'était le meilleur repas que j'avais eu depuis des mois, parce que c'était le mien. Je l'avais choisi. Personne n'avait dicté ce que je pouvais manger, ni quand, ni où. Personne ne jugeait mes choix ou ne faisait de commentaires passifs-agressifs sur mon poids ou mes habitudes alimentaires. La liberté, j'étais en train de la prendre, avait parfois le goût d'un sandwich médiocre de gare. Peut-être qu'il me blâmerait. Dirait à tout le monde que j'étais instable ou dramatique. Peut-être qu'ils inventeraient une excuse sur une urgence familiale. Ou peut-être, juste peut-être, quelques personnes verraient à travers les mensonges et se demanderaient ce qui s'était réellement passé. Pourquoi quelqu'un qui trahit le mariage de sa sœur à moins que quelque chose ne cloche gravement? J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour de ma famille, à essayer d'être assez bonne, assez accomplie, assez serviable, mais leur amour avait toujours été conditionnel, offert avec parcimonie, et retiré dès que je ne répondais pas à leurs normes impossibles. Alors, j'avais fini d'essayer, fini de mendier des miettes, fini de prétendre que la façon dont ils me traitaient était normale ou acceptable, ou quelque chose que je devais tolérer parce que la famille, c'est la famille. Le train prenait de la vitesse, m'emportant loin de ce vignoble, de ce mariage et de cette vie dans laquelle j'avais si désespérément essayé de m'intégrer. Mon téléphone était toujours éteint, posé, sombre et silencieux, dans mon sac à main. Ils appelaient probablement encore, envoyaient encore des textos, exigeaient encore que je m'explique, que je m'excuse, que je revienne jouer mon rôle dans leur tableau familial parfait. Mais je ne retournais pas en arrière. Pas ce soir, pas demain. Peut-être jamais. Du moins pas de la façon dont ils s'y attendaient. Parce que j'avais enfin compris quelque chose de crucial. La seule chose pire que de ne pas avoir de famille, c'est d'en avoir une qui vous fait vous sentir seul. Le train bourdonnait sous moi, régulier et sûr, se dirigeant vers la ville où j'avais construit une vie qu'ils reconnaissaient à peine, un travail où j'étais doué, des amis qui m'appréciaient vraiment, un appartement qui était petit, mais à moi. Un avenir qui ne m'obligeait pas à me rétrécir pour entrer dans l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de qui je devais être. J'ai appuyé ma tête contre la fenêtre et je me suis laissé sourire pleinement maintenant. Un vrai sourire qui venait de quelque part au fond de ma poitrine. Ce n'était pas exactement un sourire joyeux. C'était quelque chose de plus compliqué que ça. Du soulagement, peut-être, ou la satisfaction tranquille de m'être enfin choisi. Le paysage défilait dans l'obscurité. Quelque part derrière moi, une réception de mariage continuait sans moi. Quelque part derrière moi, des téléphones sonnaient sans réponse et des textos s'empilaient non lus. Quelque part derrière moi, des gens réalisaient qu'on ne peut pas ignorer quelqu'un complètement et s'attendre ensuite à ce qu'il reste dans les parages. Mais je n'étais plus quelque part derrière moi. J'étais ici, dans ce train, à cet instant, portant cette robe jaune ridicule, buvant un café terrible et me sentant plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Et cela, ai-je réalisé, était sa propre forme de vengeance. Pas le genre dramatique et explosif qui fait de bonnes histoires, mais le genre calme et puissant qui venait simplement du refus d'accepter plus longtemps un traitement inacceptable. Ils appelleraient demain. Ils exigeraient des explications. Ils essaieraient probablement de me faire sentir coupable. Me diraient que j'avais gâché le jour spécial de Rebecca, m'accuseraient d'être égoïste et déraisonnable. Mais j'avais déjà décidé de ma réponse. Je leur dirais la vérité. Qu'on ne peut pas traiter quelqu'un comme s'il ne valait rien et être ensuite surpris quand il commence à le croire. Que ignorer quelqu'un toute la journée et s'attendre ensuite à ce qu'il sourie pendant le dîner n'est pas raisonnable. C'est cruel. Que j'avais fini d'être le bouc émissaire de la famille, la cible commode pour toutes les frustrations et insécurités qu'ils avaient besoin de projeter sur quelqu'un. Le train est entré en gare de Union Station un peu après 23 heures. J'ai pris un autre Uber pour rentrer, cette chauffeur, une femme calme, n'a posé aucune question sur la robe de mariée. J'ai grimpé les 3 étages jusqu'à mon appartement, j'ai enlevé ces talons terribles et je me suis effondré sur mon canapé. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai branché pour le charger, mais je ne l'ai pas allumé. Je gérerai les retombées demain, ou après-demain, ou quand je me sentirai prête. Pour l'instant, je voulais juste m'asseoir dans le silence et ressentir cette paix étrange et surprenante qui venait du fait d'être enfin parti. Parce que parfois,
la seule façon de se sauver soi-même est de partir. Même si c'est le mariage de votre sœur, même si tout le monde vous jugera, même si cela signifie brûler les ponts avec des gens qui sont censés vous aimer inconditionnellement. Parfois, vous devez vous choisir vous-même, même quand personne d'autre ne le fera. Et alors que j'étais assise là dans mon appartement calme, portant toujours cette robe ridicule, j'ai réalisé que j'avais fait le bon choix. Peut-être le seul choix qui avait du sens. J'ai pensé à cette vidéo de Rebecca, ivre et cruelle, déclarant que je ne faisais plus vraiment partie de la famille. Et j'ai pensé à quel point j'avais désespérément voulu lui prouver le contraire. Me montrer, être présente et démontrer que j'avais ma place. Mais l'appartenance n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Et une famille qui exige que vous vous effaciez pour être accepté n'est pas vraiment une famille du tout. Alors je suis restée assise là dans cette obscurité, mon téléphone chargeant silencieusement sur le comptoir, des dizaines d'appels manqués et de messages m'attendant pour quand je déciderais de les affronter. Et j'ai souri, ce sourire compliqué à nouveau, celui qui signifiait que j'avais enfin compris ce que j'aurais dû savoir depuis le début. Que je méritais mieux. Que j'avais toujours mérité mieux. Qu'il n'était jamais trop tard pour commencer à agir en conséquence. Le train bourdonnait sous moi plus tôt, mais maintenant mon appartement était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur et des sons lointains de la circulation devant ma fenêtre. Je suis restée assise là plus longtemps que prévu, laissant le calme s'imprégner dans mes os. La robe semblait encore raide contre ma peau, le tissu lourd et inconnu, comme s'il appartenait à une version de moi que j'étais enfin prête à laisser derrière moi. Je n'ai pas pleuré. Ça m'a surprise le plus. J'avais attendu des larmes, une libération dramatique, mais au lieu de cela, il n'y avait que le calme. Pas la paix exactement, mais la clarté. Le genre qui vient après avoir enfin arrêté de se disputer avec la réalité. Ils se réveilleraient demain et tourneraient l'histoire comme ils en auraient besoin. Rebecca dirait que j'avais réagi de manière excessive. Maman dirait qu'elle ne comprenait pas où les choses avaient mal tourné. Papa ne dirait rien du tout, car le silence avait toujours été sa forme préférée de gestion des dégâts. Il serait d'accord sur une chose, cependant, que c'était ma faute. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie de les corriger. Je suis allé à la salle de bain et j'ai soigneusement dézippé la robe, en sortant comme si je muais. Je l'ai suspendue au fond de mon placard où elle resterait jusqu'à ce que je la donne ou la jette. 400 € disparus. Mais le coup ne piquait pas comme il l'aurait fait autrefois. Je me suis changé en vieux t-shirt et pantalon de survêtement, je me suis lavé le visage et je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient fatigués, mon maquillage bavé, mais il y avait quelque chose de plus stable là-dedans que ce que j'avais vu depuis des années. Je suis retourné dans le salon et je me suis rassise, mon téléphone toujours sombre sur le comptoir. Je ne l'ai pas allumé. Pas encore. Je voulais me souvenir de ce sentiment, de ce calme, de ce sens de me choisir moi-même sans immédiatement l'expliquer ou le justifier à quelqu'un d'autre. Parce que pour une fois, je n'avais pas besoin de leur permission. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai fixé le plafond, pensant à la suite. Il y aurait des conversations difficiles. Il y aurait de la colère. Il y aurait de la culpabilité, parce que la culpabilité m'avait été programmée depuis l'enfance. Mais il y aurait aussi des limites, des vraies, pour lesquelles je ne m'excuserais pas. Rebecca avait dit que je ne faisais plus vraiment partie de la famille. Peut-être qu'elle avait raison. Et peut-être que ce n'était pas l'insulte qu'elle pensait. Parce que si c'était ça, faire partie de la famille, être invisible, être jetable, être humilié pour le confort de quelqu'un d'autre, alors je n'en voulais plus. J'ai fermé les yeux et me suis laissé aller au repos, sachant que quand je me réveillerais, ma vie continuerait d'avancer. Pas parfaitement, pas facilement, mais honnêtement.